L'affaire dite de la fusillade de Carcassonne, c'est un accident terrible en fait. Chaque année, Carcassonne est une ville militaire, il y a un très gros contingent et chaque année on invite les habitants de la ville et puis même autour à venir assister à des représentations, à des forums, à des débats et puis à des reconstitutions. Et mes clients participent à une reconstitution. Il s'agit en fait de montrer comment on va libérer un otage. Bien évidemment, tout ça doit être normalement factice, sauf que le militaire qui va faire l'opération de libération d'un otage va tirer à balles réelles. Il va tirer au FAMAS, c'est une arme mitrailleuse, et il va tirer avec la foule qui est face à lui. Il ne va pas réaliser immédiatement ce qui se passe. Personne ne réalise immédiatement que dès les premières rafales de mitraillettes, il y a des blessés, et on va compter beaucoup de blessés. Parmi eux, ma cliente, qui va être blessée de façon très importante à la jambe, un handicap qu'elle porte à vie. Immédiatement, le président de la République va monter au créneau, il va se déplacer, il va démettre de ses fonctions le général qui est en charge du commandement, et cette affaire va prendre une tournure qui est une tournure politique. Mais au-delà de la tournure politique, il y a une enquête pénale. Et au cours de cette enquête pénale, qui se pose une simple question, mais comment se fait-il que ce soit des balles réelles, dont on sait qu'elles sont utilisées de façon très réglementée, qui se retrouvent dans le FAMAS de ce militaire? Et on va découvrir que les commandos para avaient leur propre mode de fonctionnement dans l'armée. Quand ils faisaient leur entraînement militaire, eh bien, ils gardaient pour eux un certain nombre de munitions à balles réelles pour pouvoir ressortir en entraînement quand ils le souhaitaient. Il y avait une légitimation pour eux. C'était pouvoir dire, mais nous, à notre niveau de professionnalisme, nous sommes amenés à faire les opérations les plus compliquées sur le plan militaire. Nous partons à l'étranger, nous avons besoin de nous entraîner autant de fois que nous le souhaitons. Et c'est comme ça que l'erreur humaine est arrivée. C'est qu'en conservant des armes réelles, des balles réelles dans des placards, on a fini par les utiliser à un moment donné où il fallait tirer balle à blanc. C'est une grave erreur humaine en dehors de tout règlement. C'est un procès qui a intéressé bien évidemment les médias parce qu'il fallait dégager les responsabilités, pas simplement celles du tireur, mais de toute la chaîne de commandement qui avait fait en sorte qu'effectivement, eh bien, il y ait ce mode de fonctionnement particulier des commandos para. La justice a tranché, elle n'a retenu que la responsabilité de ce tireur qui ne fait plus partie de l'armée. La chaîne de responsabilité n'a pas été établie. On a considéré que dans le mode de fonctionnement de ces commandos para, eh bien, il n'y avait pas eu d'erreur. Et puis le souvenir que je garde en tête, c'est que pour comprendre tout ça, à un moment donné, je décide de faire citer le général qui commandait l'ensemble de la circonscription du sud de la France, donc de la caserne de Carcassonne. Ce général, aujourd'hui, au moment où je le cite, il a de hautes responsabilités. Et je peux vous dire que lorsque vous voyez arriver en salle d'audience pour comparaître, répondre à des questions, un général 3 étoiles avec son uniforme militaire et avec toute la droiture qui était la sienne, avec toute l'éthique, la déontologie, venir répondre aux questions de la justice, eh bien, j'ai le sentiment que même si la chaîne de commandement n'a pas été mise en cause sur le plan pénal, des leçons auront été tirées de ce drame.